هذاك الوقت كانوا القضية الجزائرية رايح تطرح قدام الأمم المتحدة. Vive le GPRA. Nous avons un gouvernement, nous ne reconnaissons pas le gouvernement français. Dans les morgues, la morgue de l'hôpital de Mustapha, donc voir corps par corps si elle ne reconnaissait pas ces deux enfants. L'Istiqlal, ce n'est pas une renaissance. C'est la condition existentielle de l'homme que nous étions qui est revenu nous sourire et nous remobiliser, non pas pour l'indépendance parce qu'on y était déjà, mais pour l'avenir de ce pays. Donc ça c'est l'image, si vous voulez. وجاب ربي 11 ديسمبر فوق كل شيء. Alger, le 11 décembre 2021. Ce jour-là, je me suis rendu au quartier de Belouizdad, ex-Bellecour. Je voulais me remémorer cette partie importante dans l'histoire de notre pays, celle des manifestations du 11 décembre 1960. En observant les personnes, les bâtisses et les lieux, j'ai eu un sentiment de fierté pour ce peuple aujourd'hui libre, vivant dans la paix, grâce au sacrifice de milliers de femmes et d'hommes ayant cru fortement en cette Algérie indépendante. À l'Aqiba, j'ai pu entendre les voix d'Algériennes et d'Algériens s'élever pour dire « Vive l'Algérie musulmane ! Vive l'Algérie indépendante ! Vive le GPRA !» Les murs portent encore les stigmates de la violence, de la répression policière et de l'armée coloniale française. Une halte s'est imposée pour moi devant ce monument, qui témoigne encore du courage et de l'engagement et de la bravoure de centaines de martyrs tombés ici même. Ce documentaire est un hommage au peuple algérien pour son combat pour la liberté et pour sa dignité face à l'une des plus sauvages des colonisations. À travers la participation des jeunes, Asma, Yanis, Ali, nous avons voulu vous raconter cette histoire. Alger, janvier 1957. Le général Jacques Massu débarque avec des milliers de parachutistes. Ils ont pour mission mettre fin aux actions du FLN. L'armée française coloniale a carte blanche. Massu s'est fait confier l'ensemble des pouvoirs par le ministre résident en Algérie, Robert Lacoste. Les méthodes appliquées par les hommes de Massu sont radicales. Le général Ossares, à lui seul, va avouer avoir tué de ses propres mains 24 personnes. La torture est devenue une pratique généralisée. Le général Massu est arrivé en Algérie après l'affaire de Suez, c'est-à-dire après que le retrait des troupes françaises de Suez, parce qu'ils allaient mener la guerre contre l'Égypte. Et il a été donc nommé chef de la division des parachutistes. Et le 7 janvier 1957,
il a été nommé par le gouvernement de la France, par Guy Mollet, comme chef préfet d'Alger, chargé de la répression. Ils attaquaient les gens comme ça pour un rien, etc. Et en plus, ils revenaient du Moyen-Orient. Une mission qui les a mobilisés avec l'armée israélienne et l'armée anglaise pour essayer d'effacer de la carte géographique la Palestine entière, enfin les Palestiniens, quoi. Bon, quand ils sont arrivés ici, donc ils avaient quelque chose de frustrant dans la tête parce qu'ils avaient échoué déjà au Moyen-Orient. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont dit, bon, c'est la revanche. Arabes et Arabes, bon, c'est kiff-kiff. Hein. Donc, ils étaient venus pour casser de l'arabe ici, à Alger. Donc, leur accueil n'était pas enthousiaste, en tout cas. Hein. Peut-être par les pieds noirs, mais on ne les a pas vus défiler dans la rue. C'était quand même des contingents qui venaient ici pour faire une guerre contre une guérilla urbaine. C'est différent. Il n'y avait pas de front ici. Tout le monde était éparpillé, donc ils pouvaient s'attendre eux-mêmes déjà à un coup de Jarnac de la part de nos combattants. Et c'est à ce titre-là qu'ils se sont donné une prestance en défilant dans la rue. Ils ont défilé dans la rue tel que rapporté par le film La bataille d'Alger. On les a vus défiler pour se montrer à la population. Et ça, c'était déjà une des premières actions psychologiques sur la population algérienne. C'était la terreur. La terreur qui s'installe sérieusement à Alger à partir de 1957. Mais bien avant, parce qu'on doit rappeler un moment, l'épisode du mois d'août, de l'été 56, où les ultras, justement ces mêmes ultras qui vont faire appel à l'armée, qui vont soutenir l'arrivée de l'armée à Alger et le quadrillage de la ville, vont déposer une bombe. On s'attaque à la population algérienne, c'est-à-dire au cœur de la Casbah. Le 10 août 1957, c'était la bombe de la rue de Thèbes qui a fait une centaine de morts, 78 morts selon Youssef Saadi. Cette terreur va d'une manière grandissante à partir de l'arrivée du général Massu en 1957 et puis la parade sur les rues d'Alger avec des accents, avec un certain triomphalisme. C'est-à-dire, il arrive sur un terrain conquis d'avance. Mais conquis comment? Par des procédés inhumains. Et parmi ces procédés, c'est l'instrumentalisation de la torture. Donc la torture sera pratiquée à grande échelle, à l'échelle industrielle. C'était le temps des exécutions sommaires par centaines, des corvées de bois, des prisonniers abattus au cours d'une tentative de fuite, le temps de la torture généralisée, le temps des crevettes bijards. Comme disaient cyniquement les émules de l'officier tortionnaire, les prisonniers, les pieds attachés à un parpaing ou pris dans un bloc de béton, étaient chargés dans un hélicoptère lourd qui prenait son envol vers la mer au-dessus de laquelle était lâchée cette cargaison vivante. Il va y avoir des maisons, des sous-sols, même des écoles. Pour vous dire que l'école Saroui, pendant l'été 57, a été transformée en lieu de torture. On a torturé même dans les maisons à la Casbah. On violait dans les maisons. Comme pendant la grève des 8 jours, on torturait dans les domiciles à la Casbah. C'est ce que pratiquait monsieur, comment il s'appelle, général Massu. Ça sortait de lui. C'est lui qui a instauré cela. Pour revenir à ma petite personne, moi je suis allé voir mes parents à Borj-Belmet. Comme par hasard, 2 jours après l'encerclement de la ville de Borj, ils nous ont amenés, y compris des gamins comme moi. Certains, bon, ils ont été relâchés, moi je suis resté avec la masse. Mais le spectacle, c'était pas parce qu'ils nous avaient installés dans le marché de la ville, évidemment encerclé de soldats, etc. C'était pas là que ça se passait. C'était que la première fois où on voyait des Algériens commettre
des choses que personne ne commettrait en temps de paix. Ils nous ont emmenés à la montagne, on appelle la montagne Rouafa, Timzrit. On est monté là-haut, encerclé toujours par les soldats, et on nous a demandé, exigé de détruire les gourbilles des habitants, dans les hameaux, tout ça, etc. J'ai jamais eu honte comme cette fois-là. Parce qu'on était gamins, on suivait les personnes, les grandes personnes, mais on était tous dans la même masse. On a fait ce travail honteux. On ne pouvait pas faire autrement parce qu'ils nous tiraient dessus. Et on est revenu et ils nous ont emmenés directement à la Tabacop. Tabacop, c'est là où se fait le tri du tabac. Mais elle était vide. Ils nous ont parqués là-dedans, avec évidemment, quand minuit est arrivé, des gens pissaient sur eux, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. Alors ils ont pris, enfin ils ont mis du fil barbelé autour de 4 piliers. Ils ont fait donc une sorte de ring à l'intérieur et ils prenaient les gens comme ça au hasard, ils les menaient là-bas, ils lui posaient des questions. Le bonhomme ne comprenait rien du tout, on lui tapait dessus. Je suis passé par là, on m'a tapé dessus et plusieurs fois cette nuit-là. Et le sentiment que j'ai eu, je vais vous l'avouer, j'avais eu mal, beaucoup mal. Et j'étais heureux. Qu'à l'âge de 15 ans, on a commencé à me tabasser. Enfin. Il y avait la peur. On ne peut pas dire qu'on n'avait pas peur. Il y a la peur. Alger était une ville assiégée. C'était la guerre. Et Machu menait la guerre non pas contre des militaires, mais contre des civils. Et la torture, ils torturaient, ils disaient qu'il fallait torturer pour tirer des renseignements. Mais eux torturaient d'abord et ils interrogeaient ensuite. C'est pour ça que cette période-là, c'est la période caractérisée par la torture comme instrument de guerre, institutionnalisée. C'est une institution qui était connue par le gouvernement français, mais qui fermait les yeux. Les militaires avaient le dessus. Ils servaient bien sûr le gouvernement. La grève des 8 jours avait constitué une étape importante dans le processus de la révolution populaire pacifique. Elle va constituer un modèle pionnier de lutte pacifique pour persuader l'opinion publique internationale qu'il s'agissait d'une révolution de libération qui tire son fondement de la proclamation du 1er novembre 1954. Les responsables de la révolution, ils ont toujours privilégié le mot « thawra » au mot al-harb, donc révolution et guerre. Donc l'essence de ce pacifisme des Algériens trouve son essence dans la proclamation du 1er novembre. Cette grève des 8 jours, où le moindre attentat a été interdit, parce que le FLN a tenu à ce que les Algériens ne pratiquent aucune violence tout au long de cette période. Et la réponse était disproportionnée, parce qu'il va y avoir, à titre d'exemple, 10 000 disparus en ces jours. Rien qu'à Alger, il y a eu 10 000 disparus. Et la plupart de ces disparus, maintenant, on le sait, avec l'ouverture de certaines archives, pas toutes les archives évidemment, qu'il y avait des pratiques, on torturait les gens jusqu'à la mort. La grève a été décidée par le CCE,
c'est-à-dire la direction centrale du FLN issue du congrès de la Choumem en 1956. Donc le peuple, à Alger je parle, puisque on parle de la grève des 8 jours à Alger, a adhéré. Et pour le FLN, c'est une victoire. Il a suivi le mot d'ordre. Il y avait une conscience politique. Ils n'étaient pas tous membres du FLN, structurés, mais ils ont adhéré. Ils ont tenu. 8 jours, c'est long. D'ailleurs, la décision un petit peu a été discutée. Certains voulaient une journée, mais ils ont décidé 8 jours. 8 jours et où on prenait les gens, on les faisait travailler par force. Certains étaient emmenés au port d'Alger pour décharger. Et malgré ça, il y avait une grève, c'est-à-dire personne ne travaillait, ils étaient emmenés. C'était une semaine de terreur. Mais les gens ont tenu. 10 000 disparus à la faveur de... pendant la grève des 8 jours. 10 000 disparus, ils les ont menés à Tifchoun et de là-bas ils faisaient le trib. Il y en a qui disparaissaient et d'autres... Je me suis inquiétée pour toi. La police française راهي partout. Même les paras. Les paras circulent le dunia. Ça fait 3 jours. عابك شحال حكموني في لي باراج يفتشوني. 3 خطرات. 3 fois. الحالة هذه est devenue invivable. سمعت بلي كاع اللي راهم يحكموهم يعذبوهم ويقتلوهم. كل ما تخرج نقعد محيرة عليك. J'ai peur. On parle de milliers de disparus. نهار حكموا ياسف وجماعته وأساسينا وحسيبة بتاع عمر ولا بوانت حسبت لهم خلاص ربحوا لاغير ما على بالهمش بلي الشعب ولا فلان جامي. Les groupes armés à la Kasbah ont été, il faut le dire la vérité, décimés. Certains arrêtés, d'autres tués. Donc le dernier carré
c'est aller la pointe. Et Youssef Saadi. Ils arrêtaient, il y a des arrestations, il faut, en reprenant la collection des journaux de l'époque, voir. Donc les cellules, c'est ça, les cellules FLN ont été décimées. La répression était telle que même les règles de sécurité, le fractionnement, ont été relâchées. Mais il y a eu effectivement par la suite un repli, un reflux. Mais ça a repris par la suite. Ça a repris, l'organisation s'est remise en place un peu plus tard, grâce à des forces nouvelles. Ils pensaient qu'en arrêtant les chefs, que la lutte allait s'arrêter. Bien au contraire. Et c'était une de leurs erreurs. Ils pensaient que par la force, ils allaient tuer l'idée de l'indépendance. L'erreur donc des militaires français et des stratèges politiques, ils pensaient que, d'ailleurs on a mis en place une sorte de mythe, c'est-à-dire l'invincible armée d'un côté, et le deuxième mythe, c'était le mythe de la fin du FLN et de la fin des Algériens. C'est l'arrestation de Youssef, la mort de Léla Pointe, l'arrestation également du commissaire politique de la zone autonome, Abdelrahman Ben Hamida, va en quelque sorte cristalliser une certaine victoire donc, du général Massu qui a cru qu'il avait terminé sa guerre contre les populations urbaines. Il le pensait sérieusement. D'ailleurs, on a fait circuler un mythe que le FLN est vaincu, le peuple algérien ne va plus se relever au niveau des villes. La prise de pouvoir en France du général de Gaulle, après le déclenchement de la révolution de novembre en Algérie, une crise politique va éclater au sein du camp des Français. Le président du Conseil, Pierre Flimelin, présente sa démission. Le président de la République, René Coty, appelle le général de Gaulle au pouvoir. Monsieur de Gaulle, il a mis tous les moyens possibles pour abattre les Algériens, abattre les maquis avec ses opérations spéciales, pierres précieuses, etc., l'opération jumelle, etc., etc. Et les militaires, ce sont les militaires et les partisans, les ultras de l'Algérie française, qui ont ramené de Gaulle pour sauver l'Algérie française. Et il est venu dans ce contexte-là. Il est venu pour que l'Algérie reste française. L'armée française en Algérie a commencé par une armée de brigands et qui va se terminer en armée de putschistes. Et de Gaulle fait partie intégrante de cette armée. On ne peut pas dissocier le général de Gaulle de l'armée française. L'arrivée de Gaulle va davantage favoriser la pratique de la terreur en Algérie. Parce que les plus grandes opérations militaires contre l'ALN et contre les Algériens vont se dérouler durant les premières années du règne du général de Gaulle. Donc de Gaulle va poursuivre la politique de la terre brûlée, mais aussi la politique d'extermination entamée par les généraux Salan, Bijard, Massu, etc.
محمد سمعت بلي الجنرال دوغول جاي للجزائر 9 ديسمبر قال لك يفون طامي لا فيزيت تاعو في عين تيموشنت. افكتيفمون سمعناها في لاغاتو. الجنرال دوغول الثورة يا جماعة هي اللي زعزعت العالم. سي سا كي ا فاسيي لو كون دي فرونسي. يجي ديك ولا ما يجيش كيف سافا ريان شونجي. قلتها ونعاودها، الثورة الفلان والشعب سي او كي فون اراشي لانديبوندونس. سمعت تانيك بلي لي زوروبيان حابين يديروا اون غراف بو اريتي البروسيسوس دوتو ديتيرميناسيون دو بوبل الجيريان. يديروا اون غراف يديروا مانيف اللي يحبوا، ما يقدروا يحبسوا والو. بكل حال علاش؟ باسكو ما راناش وحدنا ديزورمي. كاع لوبينيون انترناسيونال يعرف واش راه صاري في الجزائر. لو جي بي ار ا في ان ترافاي انورم باش يوصل القضيه الجزائريه لكاع العالم. À l'intérieur et à l'extérieur, notamment sur les richesses du Sahara, et isoler la France coloniale à l'ONU, sensibiliser l'opinion internationale. Je remercie et je salue le valeureux peuple de Chine dont l'immense courage. C'est déjà au plan international demander, se présenter en tant que nation et demander la reconnaissance. En demandant la reconnaissance du GPRA, c'est la reconnaissance de la nation algérienne et que l'Algérie n'est pas la France. La création du GPRA, justement, en septembre 1958, va surprendre en premier lieu le général de Gaulle. D'ailleurs, de Gaulle n'a jamais reconnu le GPRA, même pendant les négociations. Il n'a jamais reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui va faire mal à la politique de la France, notamment sur le plan international et notamment au niveau de l'ONU. Donc le GPRA, il avait gagné la bataille diplomatique incontestablement entre 1958 et 1962. Donc c'était un tournant dans l'histoire de la guerre de libération nationale, la naissance du GPRA. Vendredi 9 décembre 1960, De Gaulle entreprend son voyage en Algérie. L'accueil était significatif. Le FLN fait en sorte de s'opposer à la politique de Gaulle et à celle des ultras, vu que le général de Gaulle comptait sur les Européens d'Algérie pour organiser son accueil à Intimucent. يعني بالنسبة للتموشنت بالنسبة لدوغول اللي جا للجزائر هما كانوا لي زوروبيان كانوا عندهم فكرة واحدة باللي l'Algérie doit être française et rester française. لهذا ثاروا ضد دوغول
وساو الشيء اللي وسواه باش يخليو دوغول هذا يتراجع على الشيء اللي كان يقرر فيه. En 1959, De Gaulle, après avoir miroité un certain nombre de projets au peuple algérien, les 1000 villages, le plan de Constantine, et puis la paix des braves, il va, à partir d'un certain moment, réfléchir à mettre en place ce qu'on appelait à l'époque la fameuse troisième voie. C'est-à-dire mettre en place en Algérie un gouvernement fantoche acquis aux intérêts de la France. C'est aussi simple que ça. Cette troisième voie, il fallait la vendre à l'opinion européenne d'Algérie. C'est pour cela qu'il programme un voyage en Algérie entre le 9 et le 14 décembre 1960. C'était un voyage sondage. On a appelé ça un voyage sondage. Alors, n'ayant pas réussi à abattre le FLN, je veux dire l'ALN, n'ayant pas réussi par l'action psychologique à détourner le peuple algérien de son objectif principal qui était l'indépendance, pour moi, décembre 60, ça a été la fin de la France coloniale en Algérie. Ils ne voulaient pas se l'avouer parce qu'il leur fallait prendre des mesures pour négocier avec le FLN, ce qu'on appelle, ce qu'il a d'ailleurs appelé de ses voeux quand il a fait son discours à Mostaganem. Il a même proposé les formules qu'il voulait que les Algériens acceptent de son côté, Algérie algérienne, Algérie ceci, Algérie cela. Mais finalement, pour conclure que la France a échoué sur toute la ligne, par l'armée et par le discours. Le contexte de 1960, c'est que le 24 janvier, il y a eu la semaine des barricades, les ultras, les Européens, partisans de l'Algérie française, se sont insurgés. Il y a eu une insurrection contre la politique du général de Gaulle, l'autodétermination. Ça a été un échec pour eux. Et il y a eu une tentative chez de Gaulle de ce qu'on appelle la paix des braves. Il avait dit cessez le feu et puis on discute après. Et là, ça a été un échec. Ah oui. هذا اليوم خرجوا فيه بزاف. لا لا صح صح بالك على روحك. Dans visita de Gaulle تيموش انت ديجينيري خرج له الشعب لي زالجيريا خرجوا له بزاف كاع يمانيفيستيو تحية الجزائر الجيري ميزولمان كاع بالعلامات بوليس فرونسيز لي زا ماساكري. Et c'est vrai, il y a eu une grande manifestation, on l'a appris après. Hein. Nous étions surtout préoccupés par ici, la capitale, parce que ici, tout se passait. On l'a vu avec la grève des 8 jours, on l'a vu dans d'autres circonstances, et 60 a été l'apothéose de la mobilisation populaire que Ben Rabdan avait prévu déjà quand il est arrivé ici comme coordonnateur de l'action des Fidaïens et des politiques, etc. C'est à partir de là qu'on a ressenti cela, et la concrétisation est arrivée en décembre 1960, et ce n'était que justice.
غدوة le 11 décembre 1960 راح تكون une date mémorable في تاريخ الجزائر. هنا في بالكور dans d'autres villes dans d'autres quartiers الناس راح يخرجوا ويعيطوا ويمانيفستيو non au colonialisme. تحية الجزائر، تحية لالجيري مسلمان، تحية لالجيري انديبوندونت. نقول لك من دوك انا غدوة نخرج معاهم. حتى انا خارجه معاك، انا وكاع نسات على الحومه. تفاهمنا وخيتنا عمام تتغابوا. تحية الجزائر. Alger, le 9 décembre 1960, était une ville fermée. Les Algériens, certains commerçants, il y avait des Algériens qui avaient des petits commerces, des petits artisans, etc., n'avaient pas adhéré au mot d'ordre de grève lancé par les ultras et le front de l'Algérie française. Et pour justement amener les Algériens à les soutenir, parce que en 58, le 13 mai 58, ils ont essayé de sensibiliser un certain nombre d'Algériens, etc., et les ramener ici à Alger pour accueillir De Gaulle. Mais cette fois-ci, les Algériens n'ont pas marché dans le coup. Ils n'ont pas accepté de soutenir les ultras. Et c'était le moment également, le moment de rupture, si vous voulez, entre les Algériens qui aspiraient à leur liberté et ceux qui voulaient garder l'Algérie dans le giron de la France. Donc la réponse était violente. Ils vont dans les quartiers, notamment de Bellecour, de Salambier, etc. On va tirer à balles réelles sur les Algériens, et c'est le début d'une manifestation, d'une irruption des masses urbaines à Alger qui vont, à mon avis, faire basculer les choses en faveur de l'émancipation de l'Algérie du joug colonial. Le 11 décembre, les Européens كانوا en grève. كانوا وساو الشيلي وساوه باش يقلبوا الوضع نتاع دوغول اللي جات مشات باش يظهر باللي الجزائر جزائريه. جاو لي زوروبيان، احنا بالنسبه لينا احنا اللي كنا في العاصمه هذه وكنا في وقت اللي بدات اللي جاء 11 ديسمبر. إذا هما الفكرة تاعهم سي بور رامني لي زالجيريان les ramener à leur grève. Ils sont venus, ils sont descendus à Bellecour. Ils ont un quartier يعني معروف بالقوة تاعو، وطلبوا من واحد من الجزائريين، من un commerçant parmi les commerçants d'Alger, ils lui ont demandé s'il fallait qu'il choisisse lui aussi يعني cette grève et qu'il y participe. ولكن يا هل ترى الجزائري في هذاك الوقت هذاك وتاجر من التجار تاعنا من الاخوان تاعنا اللي الثقه تاعو كلها في الثوره تاعو يقول لهم باللي ماهوش راضي بالشيء. اذا وتعداوا على هذاك في هذاك الوقت هذاك بالذات. كانوا الخوة كانوا في السينما اللي كانت جاوا ليها تقريبا، شافوا الشيء اللي وقع، ووقعت المصادمة الأولى، وبدات المصادمة هذيك اللي انتهت في الأخير يعني ماهيش مصادمة
فقط مصادمة، ولكن صبحت حتى كل الجزائريين في بلكور بداوا في هذاك الوقت هذاك المظاهرة نتاعهم الأولى. Toute la nuit, ils ont confectionné, les femmes ont confectionné des drapeaux et des hommes, des banderoles. Vive le GPRA, vive Farhat Abbas, négociation, vive l'indépendance, libérer Ben Bella. Et le lendemain à 8 heures, un flot, une marée humaine est descendue sur le ruisseau et Bellecour. Je parle d'Alger, parce qu'il y a eu à Oran, mais je parle d'Alger, parce que c'est la capitale. Et tous les envoyés spéciaux des journaux les plus importants de France étaient à Alger. Le 11 décembre a été la date charnière, mais il y avait donc 2 journées importantes, c'était la veille et puis le lendemain. Alors donc moi je me rappelle de façon précise, parce que j'étais interne au lycée de Ben Aknoun, qui s'appelle maintenant Al-Idrissi, et je rentrais chez moi, je rentrais chez moi pour le week-end, et exceptionnellement donc on avait un jour de plus. Et c'était donc la veille. La veille était, vous vous rappelez, donc c'était l'arrivée du général de Gaulle donc dans l'ouest du pays, puisqu'il n'est pas venu dans la capitale, ça c'est un premier signal. Pourquoi dans l'ouest et pourquoi pas dans la capitale? Et où il était porteur d'un message qui était celui d'une solution telle qu'il la lisait lui, telle qu'il l'avait conçue, d'une Algérie qui était finalement entre 2 eaux, c'est-à-dire que le processus d'acceptation de l'autodétermination n'était pas encore acquis auprès des autorités françaises, du pouvoir colonial, mais en même temps, il devait tenir compte également, évidemment, de la population pieds noirs, etc. Et les pieds noirs donc, ont commencé déjà à son arrivée pour changer le rapport de force, remettre en cause les thèses qu'il allait développer comme étant une issue donc, à la guerre de libération, à notre guerre de libération nationale. Et donc, ils ont commencé à protester. Ils ont commencé donc en espérant donc ramener dans le rapport de force une partie évidemment de la population algérienne. Et donc l'attaque est venue déjà donc agresser, disons, le peuple algérien. Et dans ce processus, la réaction a été claire. Elle a été portée, je peux le dire de façon très nette, puisque je l'ai vécu, essentiellement par la jeunesse. Et les segments les plus jeunes, je pense, donc j'avais 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans, donc il y avait dans les manifestations que nous avons faites, depuis 14 ans jusqu'à 20 ans, en masse, donc en attendant que le jour d'après, donc évidemment les familles, ça s'est élargi. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le message, si vous voulez, de l'indépendance, de l'autodétermination, de la volonté de rupture, est passé auprès des plus jeunes générations qui se sont appropriées ça. Et c'était donc une réaction contre donc à la fois le discours qui était porté, qui n'était pas suffisant au plan politique donc de l'autodétermination, qui n'était pas donc celui du général de Gaulle, mais également des populations françaises d'Alger qui avaient donc dans des accès de violence donc dont nous avons parlé, de la répression de 1957, raciste. Ils ont tiré parce qu'ils étaient anti-arabes, anti-musulmans. Ils ont tiré, ils ont tué, il y a eu des morts, des centaines de morts, de blessés. Et malgré cela, la jeunesse, il faut parler c'est la jeunesse
qui a mené les manifestations, ils avaient même des enfants, une des martyrs. On est descendu en masse sur Belouizdad et à l'allée des Mûriers. Donc il y avait un premier des militaires et puis des gardes mobiles qui faisaient un barrage pour nous empêcher d'aller vers le boulevard de Lyon, c'est-à-dire et en face. Les pieds noirs, donc dans les immeubles qui étaient en face, ils étaient absolument hystériques, armés, et ils commençaient donc à nous agresser verbalement. Et puis ensuite, il y a eu des agressions plus fortes. Et il y a eu donc des tirs, des grenades. Et donc j'ai reçu un éclat de grenade dans ma jambe, donc j'étais blessé. Le copain à côté de moi donc a reçu une balle à l'épaule. Et il fallait nous évacuer et on a été évacué par solidarité à l'hôpital du Sindé. Et à l'hôpital du Sindé, il y avait donc des tireurs. Donc vraiment, on tirait sur les ambulances, c'est le cas de le dire. Et on est rentré sous les balles, si vous voulez, de ce qui va devenir plus tard l'OAS. En vérité, ils étaient déjà organisés sous forme de milices. Et l'OAS était venu, quelques mois plus tard, a été mise en place. Et donc, il tirait sur les blessés qui devaient être. Donc, on n'a pas pu être soignés, donc on a dû être exfiltrés beaucoup plus tard de cet hôpital. في هذاك الوقت هذاك المظاهرة نتاعهم الأولى صبحت مظاهرة والمظاهرة هذيك امتدت احنا كيفاش عرفنا المظاهرة باللي امتدت على خاطر احنا كنا في هذاك الوقت هذاك في صالونفي كرو صالونفي لو كرو صالونفي ثاني حومة من الحوم اللي لابد الشيء اللي عطاته الثورة هذه وعطاته لابد كي نتذكر مازال أخ من الإخوان مصطفى السرير الله يرحمه qui a été exécuté, qui a été guillotiné في هذاك الوقت هذاك نعرف باللي المظاهرة ما هيش رايحة تبقى وشفنا حنايا في لو 10 ديسمبر لو 10 ديسمبر كنا في ديار السعادة كنا في ديار السعادة وكانوا الخوة فيها خوة دو لايلين خوة اللي هما علي صالونبي ومرزاق كانوا في دار السعادة في دار أكتوف الصغير الله يرحمه ويرحمهم كامل في هذاك الوقت هذاك شفنا لا بريمير مونتي دي جون اللي طالعين من هذيك الجهة هذيك ورايحين من ديار السعادة ما همش باش يحبسوا في ديار السعادة ولكن رايحين باش الحومة كامل نتاع صالونبي يعموا فيها المظاهرة. Et pendant tout ce mouvement-là, toute cette période, donc c'était décembre, la pluie, on était dans des conditions difficiles. On a pu donc quelques heures plus tard donc nous exfiltrer pour pouvoir avoir les premiers soins parce qu'on ne pouvait pas m'opérer donc pour sortir donc les éclats de grenade. Les premiers soins donc si vous voulez dans une infirmerie de fortune faite à Al-Madaniya. Donc c'est-à-dire vraiment c'est l'îlot de résistance donc c'est une. Et pendant cette période-là, donc évidemment, donc mon frère, puisque les copains qui étaient avec nous, les jeunes, donc sont retournés à Al-Madaniya, donc et mon frère a eu la nouvelle dans l'après-midi que j'avais été blessé et même décédé. Et finalement, il a décidé de sortir pour me venger, le croc, comme on dit. Et donc ils ont pris une estafette où il devaient se défendre parce que donc il y avait des menaces fortes de la part des populations pieds noirs et ils se sont fait arrêter donc dans un barrage donc puisqu'il y avait donc les forces des aviateurs qui étaient campés actuellement ils étaient dans une caserne qui était à Al-Mouradia. Et ils l'ont arrêté, et on est resté pendant 3 semaines sans nouvelles de lui.
parce qu'il était, il était entre les mains. Et puis le plus grave dans tout ça, c'est l'Ajouz, Allah yarhamha, donc ma mère, qui ne voyant pas ses deux enfants rentrer le soir, donc le soir tombait très tôt, vers 18h, donc a été avec mon plus grand frère aîné, donc qui est plus âgé, aller dans les morgues, la morgue de l'hôpital de Mustapha, donc voir corps par corps si elle ne reconnaissait pas ses deux enfants. Donc ça c'est l'image, si vous voulez. Dans 15 jours, et finalement, c'est quand il a été inculpé, donc après les interrogatoires, et traduit en justice et pour être incarcéré, qu'un Algérien, donc c'était son ancien entraîneur de football à la GSEBT Albière, qui était donc dans l'identification, donc en fait il était FLN, donc c'était un militant du FLN qui est venu nous voir 15 jours après. Votre frère, voilà, donc a été Rafi Barberousse, il a été inculpé de. Et moi j'étais si vous voulez, dans la procédure, parce que j'ai fait l'objet d'un interrogatoire, parce que moi je suis sorti pour chercher mon frère qui était, et il fallait surtout pas dire que j'avais été blessé, que j'avais été blessé, et donc et j'ai fait l'objet d'une opération chirurgicale clandestine par le professeur Aïtou Yahya, Allah yarhamou. Nous savons que dernièrement, il y a des chercheurs qui évoquent 228 morts. Parce qu'il y avait les morts à Alger, mais il y avait des morts à Tiaret. Il y avait des morts également dans d'autres villes, à Oran. Il y avait des morts à Constantine. Toutes les agglomérations urbaines ont été touchées par cette répression. La répression, il y avait la répression des parachutistes, il faut le souligner, et puis il y avait les assassinats commis par les ultras. Parce que les ultras, lorsqu'ils ont compris qu'ils ont perdu la bataille de la rue, ils se sont calfeutrés chez eux, mais à partir des balcons et des terrasses, ils ont commencé à tirer sur les Algériens. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont été un véritable tournant dans la lutte pour la libération de l'Algérie, rendant la voix du peuple algérien plus audible au niveau international et invalidant définitivement les thèses des défenseurs d'une Algérie française. وجاب ربي 11 ديسمبر فوق كل شيء ظهر للعالم كامل، ما صبحش يظهر غير للعدو نتاعو فرنسا باللي الجزائريين راهم وراء الثورة الجزائرية ويطالبوا بالاستقلال نتاع الثورة الجزائرية ويطالبوا بالحكومة المؤقتة الجزائرية. في هذاك الوقت vive le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et c'est comme ça que nous avons réussi à faire du 11 décembre. والحمد لله ربي أعطى من هذيك الأيام، على خاطر ما بقاتش 11 12 ديسمبر، ولكن استمرت وما بقاتش في العاصمة، ولكن بقات
في وهران، في قسنطينة، في كل دشرة من الشر كلها ساهمت في هذاك النهار هذاك، وجعلت من هذاك النهار خير للجزائر والحمد لله. Je pense que l'affirmation effective de la nation algérienne a commencé véritablement le 11 décembre 1960 dans les villes algériennes, à travers un élément très très important. C'était l'emblème qui a été exhibé un peu partout, massivement, toute la nuit du 9 au 10. Les femmes étaient mobilisées pour coudre des milliers d'emblèmes et de drapeaux. Donc l'Algérie était déjà en fait, c'était le présage de l'indépendance nationale. Et certains historiens disent que Krim Belkacem, à l'époque, qui était ministre du GPRA, aurait dit que les clameurs de Bellecour étaient entendues à Manhattan. Et c'est vrai, parce que le 14 décembre, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté une résolution extraordinaire, importante pour tous les peuples opprimés, pour tous les peuples colonisés, la fameuse résolution 1514 qui porte sur l'autodétermination des peuples. Et le 16 du même mois, de la même année, c'était la question algérienne sur la question de l'autodétermination de l'Algérie au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un mouvement de masse qui a été, qui historiquement, il a permis un changement de rapport de force. Et on s'aperçoit donc que ce mouvement a consolidé la position du GPRA et du président du GPRA dans le concert des Nations Unies, puisque l'autodétermination a pu être actée comme étant un élément incontournable pour sortir de ce problème-là. Ça, c'est un premier élément. Et puis aussi, c'est un mouvement qui a été porté par les jeunes aussi et j'allais dire, les adolescents. Donc, il y a eu cet aspect des choses. L'istiqlal, ce n'est pas une renaissance. C'est la condition existentielle de l'homme que nous étions qui est revenu nous sourire et nous remobiliser, non pas pour l'indépendance parce qu'on y était déjà, mais pour l'avenir de ce pays. Moi j'y crois, mon pays j'y crois, c'est tout ce que j'ai. Voilà. C'est ça l'istiqlal. Quand on se sent libre dans son pays. Voilà ce que la guerre nous a donné. Et si on n'avait pas fait cette guerre, que serions-nous devenus? يعني لازم الشباب نتاعنا يتذكروا باللي دائما نقول باللي الثورة هذه أعطت ما أعطت 1.5 مليون نتاع الشهداء، وكانت يعني كل بعد الاستقلال كنا يعتبرونا لما يتكلموا على الجزائر يقولوا بلد 1.5 مليون نتاع الشهداء، والحمد لله بلد 1.5 مليون شهداء ما زالوا واقف كما البارح كما اليوم، ويبقى واقف إلى المستقبل. Ces témoignages, ces émotions, ces moments de notre histoire nous ont permis de croire fortement en l'avenir de notre pays, car nous appartenons à une nation profonde et à un peuple extraordinaire qui est capable de relever tous les défis et challenges. Vive l'Algérie et vive le peuple algérien.